Chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme. Donc on va traiter un exercice intéressant. On va essayer de déterminer le champ magnétique créé par des distributions de courant orthoradiales, qu'elles soient volumiques ou surfaciques. Ensuite, utiliser les conditions de passage, appliquer les équations de Maxwell, calculer le courant induit dans un matériau magnétique placé dans un champ magnétique. C'est ce qu'on appelle les courants de Foucault. Et bien sûr, on appliquera les théorèmes d'Ampère. Bon, voilà l'exercice. On vous dit au départ, vous avez un cylindre qu'on va supposer infini dans le calcul. En plus, on suppose que le champ à l'extérieur du cylindre est nul. On va travailler en coordonnées cylindriques, bien sûr, ER, Eθ, EZ. Dans la première partie, on va s'intéresser à une distribution volumique orthoradiale qui est donnée par J est égal à alpha R suivant Eθ. Ça veut dire une distribution non uniforme. On peut bien sûr obtenir cette distribution, par exemple, par un cylindre aimanté de manière non uniforme suivant l'axe OZ. Si vous avez un cylindre aimanté suivant l'axe OZ, on peut retrouver ce cas de figure. Bien. Quelles sont les questions ? Quel est le champ magnétique créé par une telle distribution de courant en un point M quelconque à l'intérieur du cylindre? Bien sûr, pensez à la symétrie, les invariances et le théorème d'Ampère. Dans la deuxième partie, on va supposer que cette distribution est uniquement surfacique. Quelles sont les équations de Maxwell vérifiées par le champ magnétique? Et déduire le champ à l'intérieur juste en appliquant les conditions de passage. Uniquement. Et bien sûr, on peut ajouter, retrouver le résultat par le théorème d'Ampère. Dans la deuxième partie, c'est une application de l'exercice précédent. Donc, c'est le cas de four-induction. Donc, le four-induction, on peut le modéliser par une bobine qui est parcourue par une densité de courant surfacique. Donc, on peut déduire déjà le champ par le calcul précédent. Ensuite, on va placer à l'intérieur de cette bobine un matériau non ferreux pour le chauffer. Et on va essayer de déterminer quelle est la puissance qui va être communiquée à ce matériau. Comment cela? Donc, on va déduire d'abord le champ électrique induit à l'intérieur du matériau en appliquant les équations de Maxwell. Ensuite, on va déterminer la puissance communiquée à ce matériau, déterminer sa valeur moyenne et comprendre pourquoi, dans le cas des fours à induction, on travaille à 20 kHz haute fréquence et non pas à 50 Hz du secteur. Bien, donc je vais commencer par la première partie. Donc voilà votre cylindre, parcouru par une densité de courant orthoradiale qui est suivant Eθ partout en volume, bien sûr non uniforme, il est nul sur l'axe OZ et puis augmente, la valeur de J augmente au fur et à mesure que R augmente. On va travailler bien sûr dans l'hypothèse du cylindre infini. Et la première chose avant de déterminer le champ en un point M quelconque, c'est d'utiliser d'abord la symétrie et les invariances. C'est largement expliqué sur la chaîne. Bon, si je regarde ce cylindre vu de haut, vous allez voir une succession de spires circulaires ou bien de solénoïdes si on le regarde. Donc tout ça c'est un solénoïde, entouré par un deuxième solénoïde, un troisième solénoïde. Bien. Quelle règle de symétrie on va appliquer? Supposons que je vais déterminer le champ en ce point M, qui est situé à une distance R quelconque. Vous voyez bien que le plan perpendiculaire à l'axe OZ, c'est-à-dire le plan MER Eθ, vous avez ici une spire. Si je prends une spire quelconque de ce côté-là, il y a toujours une spire symétrique de l'autre. Donc c'est un plan de symétrie. C'est un plan de symétrie. Donc le plan qui coupe le cylindre en deux, du moment qu'on considère le cylindre comme infini, c'est un plan de symétrie. Et un seul plan de symétrie suffit pour le champ magnétique, parce que le champ il est perpendiculaire au plan de symétrie. Le vecteur qui est perpendiculaire à ER, à Eθ, c'est bien sûr EZ. Donc voilà comment on détermine la symétrie dans ce cas-là. Maintenant, on va parler des invariances. Bien sûr, on suppose le cylindre infini. Donc, si je fais une translation suivant l'axe Z, j'observe toujours le même système. Donc, j'ai invariance par translation suivant OZ. Donc, le champ ne dépendra pas de Z. Si je fais une rotation autour, je suis là ou bien là à la même distance R, je fais une rotation autour du cylindre. Le cylindre aussi est invariant. Si vous regardez le cylindre là, ou bien vous le regardez là,
mais toujours à même angle. Hein. Voilà, je fais ici, vous avez un angle θ1, ici vous avez un angle θ2, vous regardez les cylindres là, ou là, ou là, ou là, à n'importe quel angle θ, toujours à la même distance, vous allez observer toujours le même système. Donc on parle d'invariance par rotation, donc par changement de θ, donc le champ ne dépendra non plus de θ. Donc en définitive, à partir des invariances et des règles de symétrie, le champ ne dépendra que de la distance entre le point M et l'axe OZ, qui est la coordonnée R des coordonnées cylindriques, et il va être parallèle à l'axe du cylindre, c'est-à-dire suivant OZ. Bien, une fois qu'on a déterminé de quoi il dépend et suivant quel vecteur, on va choisir notre contour. Et pour le théorème d'Ampère, c'est très simple. Si vous avez un champ magnétique qui est suivant Oθ, les contours sont des cercles. Dans tous les autres cas, c'est un rectangle ou un carré. Bien, donc on va prendre un rectangle. Voilà mon contour gamma. Hein, je vais calculer le champ, par exemple, on a un point M ici. On a un point M qui est situé à la distance R. Je vais prendre un rectangle, un côté d'un rectangle qui passe par le point M. Et puisque le contour s'est fermé, donc je vais fermer ce rectangle avec une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Première chose, c'est d'orienter mon contour gamma. Bon, bien sûr, l'orientation est aléatoire, comme vous voulez, mais de préférence, je vais choisir l'orientation pour que la normale des courants qui sont suivants Oθ seront comptés positifs. Donc voilà, le courant, il rentre ici, il rentre, et la normale, elle est, ici c'est rentrant, hein, c'est des croix, le courant, il rentre ici, il rentre, et bien sûr, la normale aussi, c'est un vecteur qui rentre, qui est suivant Oθ. Donc là, avec cette orientation, la normale est suivant Oθ, et J suivant Oθ. Donc, je vais calculer la circulation de B suivant ce contour ABCD, et je vais calculer l'ensemble du courant qui traverse ce contour gamma. Bien. C'est quoi un élément de surface de ce contour gamma? Bien sûr, vous voyez bien que cet élément de surface, qu'est-ce qui change? C'est Z et R. Donc vous avez D de S, c'est D de R fois D de Z, et qui est suivant Oθ. D'accord? Un élément de longueur de ce contour gamma, c'est un élément D de Z fois D de R. Donc D de Z fois D de R, et il est suivant Oθ. Et la circulation suivant A, B, C, D, puisque B extérieur égale à 0, donc la circulation suivant CD est nulle, suivant BC et AD est nulle parce que B est perpendiculaire à D de L, B suivant OZ, et D de L est suivant D de R, donc il va rester juste la circulation suivant AB, qui est égale à B à la distance R fois L, parce que tous les points de segment AB sont à la même distance R. Comme le champ ne dépend que de R, donc B, c'est une constante, c'est B de R fois L. Bien. Quelle est la sommation du courant? Bien, j'ai une densité de courant volumique, donc la sommation du courant, c'est l'intégrale de J fois D de S. Après, il faut faire juste attention que J ici n'est pas constant, il faut le remplacer par alpha de R. Voilà mon élément de surface D de S. Ça me donne alpha fois R. L'intégrale de R, c'est R carré sur 2. L'intégrale D de Z sur Z. Quelles sont les bornes d'intégration? Vous voyez bien que pour décrire l'ensemble de ces courants, petit r doit varier entre quoi? Entre petit r jusqu'au rayon petit a. Entre petit r, hein, entre de là, entre petit r, voilà petit r, et voilà a. Donc voilà la variation de R. Donc entre petit r jusqu'au rayon du cylindre qu'on appelait petit a, et là entre 0 jusqu'à L. Et ça vous donne alpha sur 2, a carré moins r carré fois L. Bien. Donc ça c'est pour le flux de B. Bon, la circulation de B c'est B fois L. Donc ça on va le noter mu 0 fois la sommation du courant. Donc est égal à mu 0 est égal à la circulation B fois L. Vous simplifiez par L et vous avez l'expression de B qui est égale à mu 0 alpha sur 2 a carré moins r carré. Donc voilà comment on détermine le champ créé par ce cylindre avec une densité orthoradiale non uniforme. Bien. Maintenant, on va passer à une distribution surfacique. Hein? Donc, vous avez, c'est tout simplement le cas d'un solénoïde. Vous avez une densité de courant surfacique qui est égale à Js suivant Oθ.
Mais cette fois-ci, on vous dit juste d'utiliser les relations de passage pour déterminer le champ à l'intérieur, sachant que le champ à l'extérieur, il est nul. D'abord, quelles sont les équations de Maxwell vérifiées par le champ magnétique? Bien sûr, vous avez toujours divergence de B égale à 0. Ça, c'est valable quel que soit le champ magnétique, quelle que soit la distribution de courant. La deuxième, c'est rotationnel de B égale à mu sur J. Mais comme ici, il n'y a pas de densité de courant volumique, dans ce cas-là, ça sera égal à 0. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Quelles sont les relations de passage concernant le champ magnétique? Vous avez bien sûr, puisque divergence de B égale à 0, vous avez continuité de la composante normale et vous avez discontinuité de la composante tangentielle puisqu'on a une densité de courant surfacique. Et vous avez B2, si j'appelle l'extérieur le milieu 2, l'intérieur le milieu 1, j'ai B2 tangentiel moins B1 tangentiel égale à mu 0 J surfacique vectorielle, la normale dirigée du milieu 1 vers le milieu 2. Bon, ici, vous avez B1 normal égale B2 normal est égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes règles de symétrie que la densité de charge de la distribution volumique, le champ B et les suivants EZ. Et puisque la normale ici à cette surface, la normale à cette surface c'est ER, donc B n'a pas de composante suivant ER, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. De toute façon, à l'extérieur, il est nul. Donc à l'intérieur, vous voyez bien que B1 normal égale B2 normal égale à 0. Maintenant, on va appliquer cette expression-là pour déterminer le champ à l'intérieur. Et vous voyez bien que le champ, il est tangentiel puisqu'il est suivant Z. Donc le champ total se réduit à sa composante, quoi? À sa composante tangentielle. Bien. Comme B extérieur égale à 0, donc B de tangentiel égale à 0, donc cette expression, il va me rester, donc ça c'est 0, donc il va me rester moins B1 tangentiel, donc moins B1 tangentiel, est égal à mu 0 J surfacique vectoriel N12. N12 c'est quoi? C'est le vecteur ER, donc est égal à mu 0 J surfacique suivant Oθ vectoriel ER. Et Oθ vectoriel ER c'est moins EZ, donc là, N12 c'est le vecteur ER, et donc j'arrive tout simplement à B1 tangentiel égale à mu 0 J surfacique suivant EZ. Donc vous voyez qu'on retrouve en même temps la direction et le module du champ en utilisant les conditions de passage. Bien entendu, on peut retrouver ce résultat par le théorème d'Ampère. Bon, ce n'est pas demandé dans l'exercice, mais c'est le même cas que tout à l'heure. Choisir un contour gamma, l'orienter A, B, C, D. La circulation, ce sera toujours B fois L, puisque B à l'extérieur égale à 0. Et la sommation du courant, là, il faut sommer juste le courant qui circule sur cette surface. Or, si vous avez une densité de courant surfacique, par définition, c'est D de I sur D de L perpendiculaire, la longueur qui est perpendiculaire à G surfacique. La longueur qui est perpendiculaire à G surfacique, c'est celle-là, hein, parce que les courants, ils sont comme ça, ils sont suivants θ. Donc la longueur perpendiculaire, c'est ça. Et ça, c'est D de Z. Donc ce sera D de I sur D de Z. Donc D de I, c'est G surfacique fois D de Z. Voilà, comme G surfacique est constant, j'intègre Z jusqu'à 0 jusqu'à L, ou bien jusqu'à une hauteur H, jusqu'à une hauteur H plus L. Ça vous donne G surfacique fois L. Bien sûr, mu 0 fois ça est égal à B fois L, donc vous retrouvez facilement que B égale à mu 0 J surfacique suivant OZ, aussi par le théorème d'Ampère. Mais dans l'exercice, c'est demander les conditions de passage. Bien. Voilà pour cette première partie. Donc pour ne pas vous alourdir la vidéo, je vais la partager en deux parties. Dans la partie 2, donc vidéo prochaine, je vais parler de la deuxième partie qui s'intéresse au phénomène d'induction. C'est-à-dire, vous avez la modélisation d'un four à induction. Ce sera une bobine parcourue par une densité de courant surfacique orthoradiale qu'on va mettre à l'intérieur de cette bobine un matériau de conductivité gamma. En appliquant les équations de Maxwell, on va déterminer la densité de courant induite dans ce matériau qu'on appelle les courants de Foucault et déduire la puissance et montrer que la puissance est en relation avec la fréquence. Et donc de comprendre pourquoi les fours à induction travaillent à haute fréquence et non pas à basse fréquence. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, la commenter. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.